Bon, en tout cas, Christophe, tout d'abord, je te remercie de ta disponibilité, hein. J'ai dû décaler la semaine dernière. Donc déjà, merci beaucoup Il n'y a pas de euh, problème. pour ta disponibilité. Je remercie Anthony, en l'occurrence, m'a pu me mettre en contact avec toi. Euh, pour ceux qui me connaissent pas, plutôt dans l'environnement de Christophe, hein, voilà, je suis un joueur amateur de tennis français. Voilà, j'y joue depuis mes 4 ans et je partage un peu ma vie et mon quotidien de sportif amateur. Et depuis janvier, je me suis lancé un petit peu dans les interviews et les lives avec différents acteurs ou actrices du tennis. Et c'est en ce sens-là que je rentre en contact avec toi, Christophe, pour que tu puisses nous partager ton expérience d'ancien joueur professionnel et puis de coach professionnel actuel, si je dis pas de bêtises. Non, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Euh, comment va se dérouler la discussion? Peut-être. Alors, où je te présente. Alors, je pense que je sais pas si. Alors, ma génération, je pense qu'ils te connaissent. La nouvelle génération, je ne suis pas certain. Alors, moi, ce que Non. je te propose, c'est de faire un portrait rapide de ta carrière et tu me diras si j'ai rien oublié d'important. Il Et n'y a pas énormément non plus à dire, hein. Il n'y a pas non plus. enfin, par rapport à un jeu, oui, Par rapport c'est à un mieux que la amateur, moyenne. peut-être bien, mais par rapport à d'autres professionnels, c'est une carrière, c'est une petite carrière, hein. Il n'y a pas non plus plein de choses. Bah, écoute, bon, je suis plus, c'est plutôt déjà pas mal, on va dire. Ouais, Hein. ça c'est vrai. C'est plutôt déjà pas mal. Et puis après, je voulais aborder surtout un sujet avec toi en parlant un peu de ta carrière, de discuter un petit peu sur ton travail et ta passion actuelle qui est coach professionnel, et Mhm. d'essayer de faire un petit peu nous parler un peu des spécificités de ce métier et puis un peu voir s'il y a des réelles différences entre un coach pro et un coach amateur. Voilà, Ouais, si ça te convient toujours. très bien. Ok. Donc moi je le vois pas, mais nous avons Christophe Vliegen, dit Fly, donc ancien joueur professionnel pendant 10 ans sur le circuit. Tu as commencé ta carrière en 2001 à l'âge de 19 ans Oui, et donc tu as terminé ta carrière en 2011, donc quand même si je dis pas de bêtises, donc à peu près 10 ans de carrière professionnelle, ouais. ce qui est déjà pas mal. Sur ta carrière de jeune, tu as été finaliste à l'Orange Bowl. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand tournoi international pour les C'est jeunes l'Astrid entre le Ball, c'est pas l'Orange Bowl, c'est Astrid Ball, c'est la semaine avant Roland Garros, c'est en Belgique, ah ça la c'est Street Ball. Bon, l'Orange Bowl, c'est aux États-Unis, c'est l'Astrid Ball. la Street Ball. OK. Ouais, Donc alors du coup, c'est la même catégorie d'âge du coup? C'est 10 ouais, 14 ans aussi? c'est 18 ans. Ah 18 ans, jusqu'à 18 ans. OK. Ouais, Voilà, donc tu as 8 titres challenger à ton actif, 2 finales ATP à Adélaïde et à Munich. oui. Tu as eu une très belle victoire. Alors, j'ai peur de me tromper sur l'année, mais tu as battu Marat Safin à Monte-Carlo. Je connais pas l'année non plus, rassurez-vous, je sais pas. D'accord. Bon, 2000, 2007, a priori, si je dis pas de 2006, bêtises. je sais pas. Ouais. Voilà, tu as participé à tous les tournois du Grand Chelem et tu as notamment fait 16e de finale à Roland-Garros et à l'Open d'Australie. Ouais. Voilà, et tu as été notamment, mine de rien, au plus haut de ta carrière. Tu as été top 30, 30e mondial en 2006, si je dis pas de Ouais, bêtises. exact. Ça c'est juste. Voilà. Donc, mine de rien, alors dites-le en commentaire, mais moi je trouve ça déjà top 30 mondial, c'est déjà assez exceptionnel. Ouais. Donc voilà. Tu as arrêté ta carrière du coup en 2011 alors à 29 ans à la suite de multiples blessures, on va dire, Mhm. et notamment dû à une arthrose précoce à l'épaule, si je dis pas de Ouais, bêtises. tout à fait. C'est là que ça a commencé, un peu le bas du dos, puis l'épaule. C'est plutôt l'épaule et le coude qui ont fait que j'ai dû m'arrêter plus tôt que prévu. Ouais. D'accord. Et du coup, pour commencer un petit peu la discussion, c'était des douleurs que tu avais déjà dès le début de ta carrière ou qui sont vraiment arrivées autour de l'âge de 29 ans. Est-ce que tu as eu des points d'alerte? Comment c'est Non, arrivé en fait? 29 ans, on peut considérer que c'est jeune pour arrêter sa carrière de tennis maintenant. oui, oui, tout à fait, mais ce qu'il y a, c'est que ça, comme, j'ai jamais vraiment été blessé, j'ai eu des petites blessures que tous les sportifs ils ont.
Il n'y a pas eu grand chose, mais en fait, j'ai commencé à me blesser à partir de 27 ans. C'est là que les problèmes d'épaule ont commencé. Euh, après, j'ai essayé donc là, j'ai arrêté une fois 6 mois, 7 mois. Ouais, J'ai essayé de revenir. J'avais un classement protégé, donc je pouvais encore jouer des grands tournois. Mais physiquement, je pensais être prêt, mais physiquement, j'étais vraiment pas prêt du tout. ouais, Euh, bon, en fait, pendant 2 ans, de mes 27 ans à 29 ans, ça a un peu traîné. Je veux dire, au fond de moi-même, maintenant je peux le dire. Et bon, à cette époque-là aussi, je ne pouvais pas le dire, ce que je croyais pas, j'avais pas envie de croire. Euh, je sentais moi-même que ça s'améliorait pas assez ou pas assez vite ni assez pour que je repuisse jouer comme chaque sportif doit faire. Je dis, donc, je sentais bien que l'épaule, il allait me posait pas mal de problèmes. Donc pendant 2 ans, j'ai essayé. Mais bon, je dois dire, pour moi c'était compliqué. Je jouais 2 semaines, je jouais pas une semaine, je m'entraînais 5 jours, ça n'allait plus. Puis une fois un mois ça a été, puis plus, puis des infiltrations dans l'épaule, et puis plein de choses. Donc pendant 2 ans, c'était oui, non, oui, non, oui, non. Jusqu'au moment, donc mon classement protégé, je l'avais terminé. Je pense après le classement protégé, j'étais encore classé quelque chose comme 300. Mais à la fin de l'année, je m'étais préparé physiquement, ou non, je croyais de me préparer pour l'année suivante. Et je me suis préparé pendant 3 4 mois à nouveau, où là, je me sentais vraiment bien. Et en fait, je jouais à Cherbourg, un tournoi. Je faisais ouais. qualifs de challenger à Cherbourg, où je devais faire 2 matchs. Mon deuxième tour de qualif, c'était le même jour, donc le Mm. samedi. Et en fait, pendant ce match-là, j'avais un peu de problème aux abdos. Il y a des petites choses qui se mettaient, donc j'ai préféré abandonner. Je suis rentré. Je suis rentré le Mm. soir même. Le lendemain, j'étais à l'hôpital avec mes chirurgiens, toute l'équipe qui je travaillais. J'ai fait D'accord. un scanner de tout mon corps et en fait c'est là que les médecins m'ont dit on se donne rendez-vous demain parce que là ça va plus du tout alors que moi je pensais être prêt et c'est mon médecin qui m'a dit à ce moment-là il faut que tu arrêtes, là tu peux plus continuer, le corps ne veut plus du tout même si toi tu as envie. J'avais des petites micro-déchirures un peu, je dis pas partout dans le corps mais sans me rendre compte je faisais pas attention, aussi je faisais attention mais on va dire que eux, ils estimaient que mon seuil de douleur était trop élevé, donc je sentais même pas quand je faisais vraiment un peu mal. Moi, je disais rien, je trouvais ça normal où il y avait pas grand-chose. Donc en fait, je pense que j'ai un peu, ah non, c'est sûr que j'ai exagéré ou je pense pas que j'ai exagéré, c'est que le corps ne voulait plus le faire. Donc ça, c'était quand même très compliqué. Cette période-là était compliquée après, hein, ça oui. Je pensais pas Ouais, m'arrêter ma carrière à 29 ans, je pensais faire ma carrière pendant 15 ans. J'étais bien parti, mon classement était entre 30 et 50, plus ou moins, pendant un certain temps. Donc, début de la carrière, j'étais toujours vers la 100e place. Et puis j'avais trouvé les bonnes choses pour m'améliorer, niveau classement, etc., etc. Donc, je pensais que j'allais faire quelques années entre 30 et 50. Mais bon, ça, malheureusement, ça n'a pas été le cas. d'accord. J'avoue que c'est assez dur, mais du coup, ouais, c'est assez fort. C'est assez fort d'avoir des comme ça une annonce de plein de micro déchirures partout. Mais alors moi, naïvement, en tant qu'amateur, j'ai du mal à comprendre. Alors peut-être que le suivi médical était peut-être moins important qu'actuellement. Tu seras peut-être mieux placé pour que moi pour le Non, dire, mais je pense que la façon de travailler était différente. Je pense que maintenant, les ouais. joueurs, de ce que je vois, c'est qu'ils font beaucoup de prévention. Mm. Je pense qu'à notre époque, je dois faire attention à ce que je dis parce que je dis pas qu'on travaillait plus ou plus dur ou quoi que ce soit. Je crois qu'aujourd'hui, ils travaillent mieux. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus la prévention. Moi, nous, on travaillait avec plus de poids, etc., etc. Je pense que voilà, la façon de travailler n'était pas la bonne. Ouais, peut-être que maintenant chaque petit détail est scruté et analysé et Ouais. on laisse passer, enfin on laisse rien passer dès qu'il y a une Aujourd'hui petite aussi, en alerte quoi. général, les joueurs de tennis, ils voyagent déjà avec une équipe, avec un préparateur physique qui va avec. Souvent, il y a un kiné. Mm. À notre époque, bon, c'est aussi les finances qui permettaient ou qui permettaient pas. Aujourd'hui, le prize money dans les grands chelems, ça fait x5. Mm.
Donc, c'est plus facile aujourd'hui d'engager de faire une grosse équipe autour du joueur qu'à l'époque. Moi, quand je perdais premier tour Grand Chelem, c'était 12 500. Aujourd'hui, je crois que c'est 60 ou 70 000. Ah Donc, oui. je pense que Quentin Alice, il est en ligne. Je vois qu'il m'écrit. Et lui, à mon avis, il peut dire combien il gagne premier tour quand il perd premier tour. Et voilà, mais je connais pas Ouais, c'est à exactement peu le près. prize money de chacun, mais je dis aujourd'hui, c'est plus facile aujourd'hui. Euh, Bah, ouais, sur le Grand Chelem, bah, de toute façon, si tu me dis que tu perdais au premier tour de relance, c'était combien? Tu disais 15 000? Non, 12 500. Comment je jouais, c'était 12 500. Je crois que Ah ouais, maintenant, bah, c'est entre non, je crois que c'est 60 et 60, 80 hein. 000, je pense. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin des 60-70. Tu vois, le 12 500, c'est ce que je crois gagne un. Je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais Quentin pourra peut-être confirmer, mais je crois que 12 000, c'est à peu près ce que gagne une personne qui perd au premier tour des qualifs et non pas du tableau Ouais, voilà. principal. Bah, tant mieux pour eux, hein. Quand tu as Alice qui dit que tu perdais jamais au premier tour aussi, c'est pour ça que tu sais pas. Ici, je Ah bah, perdis plein de fois au premier tour. Ici. non, mais non. Bon, après, c'est déjà énorme. Mais du coup, en prenant du recul, je l'ai pas trop vu en lisant un peu tes interviews. Est-ce que maintenant, avec le recul que tu as en tant que coach et le suivi de Talon Grispo, on en parlera tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses que bah alors, au-delà de l'accompagnement, est-ce que tu as des choses dans ton hygiène de vie ou dans ta vie tout court, tu aurais changé pour peut-être éviter ou en tout cas repousser cette fin de carrière? Bah, en fait, ce qu'il y avait, c'était que bon, ça, bon, si, il y a des gens qui le savent maintenant, mais quand, justement, le moment que j'ai dû arrêter, en fait, un mois avant, Hmm, j'avais décidé de prendre mon préparateur physique avec moi tout le temps. Je pense que d'accord. j'allais être pas un des premiers, mais j'allais pas être loin d'un des premiers à ce moment-là qui allait faire ça. Donc, j'allais même voyager un peu moins avec un entraîneur de tennis Hmm, et j'allais faire beaucoup plus avec mon préparateur physique. Mon préparateur physique avec lui, moi, j'avais une relation assez, comment dire, spéciale dans le sens que c'était, je dis pas que c'était un père comme moi, mais c'était quelqu'un aussi qui m'aidait beaucoup à être plus calme sur le terrain mentalement, etc., etc. Parce que j'avais quand même tendance à être nerveux et casser des raquettes. Je vois que monsieur, bon, le sponsor de Technifib regarde avec, ça va le faire plaisir que je dise ça, je pense. Mais non, c'est comme ça. Je dirais, j'ai voulu à ce moment-là faire le pas justement de prendre le physique avec, de travailler différemment, etc., etc. Mais ça, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, et bon, je dois aussi avouer, quand les médecins m'ont annoncé que je devais arrêter, c'est bizarre de dire, mais il y avait comme un poids qui tombait de mes épaules. C'est aussi, c'est, bon, pas les premiers jours ou pas les premières semaines, mais en fait, quand les médecins m'ont mis à l'arrêt, ça confirmait un peu ce que je ressentais depuis un certain temps. ouais. Ouais, il y a peut-être une phase de, comment on appelle ça, de déni, entre guillemets, où on se dit Bien sûr, on bien va sûr, forcément rebondir et au final, le corps, il te dit, bah non. Et c'est non, les choses que tu n'as pas envie d'entendre. Et donc, je sais même quand j'ai arrêté, j'allais pendant ce que je pense que j'ai regretté pendant minimum 3 4 5 mois. Même si ouais. je pouvais plus jouer, pendant 3 4 5 mois, tous les matins, j'allais au club de tennis, j'allais à la salle de fitness. Alors qu'il m'avait mis à l'arrêt Hmm. complet. Donc j'allais avec mon entraîneur de l'époque, Thierry Meus, avec qui j'allais voyager aussi à ce moment-là, un peu moins, mais il allait venir avec moi quelques semaines. Je le voyais tous les matins à 9 heures au club, je prenais un café avec lui, on allait dans la salle de fitness. Alors que j'allais pour rien en fait. J'avais pas besoin ou je voulais. C'était juste une habitude et encore un peu dans le déni. Et donc, au fur et à Ouais, ça mesure, va bah, être- on se rend bien compte que ça va plus du tout aller. Ah oui, c'est terrible d'aller à l'entraînement comme si tu y allais et de pas t'entraîner. Ouais, Bah, ouais, j'allais au sport sans ma raquette tennis, par contre. Ça ah ouais, arrivait que je prenais ma raquette avec, je tapais 1 heure la balle ou quoi, mais je dirais en général, j'allais prendre un café, puis je faisais 1 heure un peu de salle et je parlais un peu avec lui, je mangeais encore au club. Et bon, au fur et à mesure, bah, on va plus à la salle de fitness, on s'enferme chez. Je me suis enfermé chez moi pendant, je crois que 5 6 mois, ouais. Là, ah ouais. j'étais pas très bien, là. Oui, une phase de dépression, etc. Ouais, mais je Ouais. pense que beaucoup de joueurs, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de Bah, témoignages dans ce domaine-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs moi, je qui suis n'en parlent convaincu pas. que, moi, je suis convaincu que, je sais pas si en France il y a la même chose, le trou noir, ça, je sais pas, c'est l'expression chez nous qui dit que, voilà, quand, je dis pas que c'est la dépression totale, mais moi, je me suis posé la question, justement, après la carrière, à un moment donné, est-ce que ça, c'est vraiment le fameux trou noir dont on parle?
Une fois qu'on a arrêté ou quoi, bah, moi, je suis certain, ouais. Et ça m'a mis pas mal de mois pour se rendre compte, pour me rendre compte, moi. Et bon, aussi, je sortais plus de chez moi, hein. Je veux dire, pendant quelques mois, je sais très bien quand je suis sorti une des premières fois de la maison, c'est un copain qui est venu me chercher. On a été manger un bout à l'époque parce il fallait que je sorte de la maison, mais bon, j'avais pas d'objectif, je savais pas quoi faire. J'avais aucune idée dans quel domaine je voulais faire quoi que ce soit parce que bon, j'étais quand même un peu, je dis pas dégoûté du tennis parce que j'adore ce sport ou j'adorais ce sport, mais j'étais dégoûté de plus pouvoir jouer Bah ouais. moi-même. Donc ça faisait aussi que bah, je regardais plus le tennis à la télé déjà pendant mon avis 2-3 ans, je pense que j'ai quasi jamais regardé. Donc ça aussi, ça faisait bizarre. Je faisais parfois les interclubs encore aux Pays-Bas. Parce que les gens voulaient que je vienne jouer ou quoi, ça je pouvais encore faire. Un jour, 2 jours, je pouvais jouer, mais j'étais plus capable de faire 4, 5, 6 jours d'affilée un tournoi ou quoi que ce soit. Donc bah, les interclubs, ça j'ai encore joué un peu, mais c'était aussi très compliqué. Même si c'était très chouette de jouer les interclubs, mais souvent après quelques rencontres d'interclubs, Hmm. vu qu'à ce moment-là j'avais encore un bon niveau de base, je battais encore, on va dire, des mecs entre 100 et 250. Ça m'arrivait de les battre, mais ça faisait aussi allumer quelque chose en moi qui me faisait dire que j'étais encore capable de revenir, alors que c'était plus possible. Donc, dans la tête, souvent, quand je revenais, on va dire de Pays-Bas, quand je roulais, j'avais 2 heures de route ou quoi. Pendant ces 2 heures-là, ça me trottait la tête. Est-ce que je recommence demain à jouer? Est-ce que je commence à m'entraîner? Est-ce qu'ici et là, bah, j'ai été, après 6 mois d'arrêt, j'ai été de nouveau à l'hôpital pour voir si mon corps était, on va dire, établi. Ouais. Ça m'a quand même trotté la tête. Je veux dire, c'est logique. Ça m'a quand même trotté la tête. Ok, on recommence à zéro. Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on n'essaye pas? Combien de temps j'ai besoin? Si jamais le corps veut bien, combien de temps j'ai besoin pour justement être de nouveau fit à 100%? Mais ça, on le sait pas. Je veux dire, moi déjà, la première fois quand j'ai arrêté, quand j'ai recommencé, je croyais être fit, je croyais être prêt pour jouer les tournois, et alors que c'était impossible. Ah, c'est dur comme témoignage, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Je vois qu'il y Non. a un certain Alexandre qui a Aujourd'hui, ça commenté, va. mais Aujourd'hui, ça va, hein. Dire aujourd'hui, oui, c'était compliqué à vivre à l'époque, eh ben, mais maintenant, ça va. du coup, comment alors j'allais parler un peu de l'anecdote où tu as travaillé dans un restaurant aux Pays-Bas. Du coup, comment tu en es sorti de cette phase très difficile? Enfin, Bah, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a sorti ou qu'est-ce qui t'a sorti un de ce copain, moment lugubre? c'est-à-dire, je dis la première fois que je suis sorti de la maison, un copain est venu me chercher, il me dit, venons, on va manger un bout. Ouais, Et on a été manger un bout à 20 minutes de la maison chez moi, près de Bruxelles. Et on mangeait à deux. Et en fait, l'histoire faisait que le restaurant était à vendre, mais je ne le savais pas, évidemment. d'accord. Et je mangeais là, c'était un magnifique endroit, etc., etc. C'était à vendre. En fait, pendant qu'on mangeait pendant l'après-midi, encore là, on buvait un verre. Mon copain m'a dit, allez, est-ce qu'on le reprend le restaurant? Et moi, j'ai dit, Ah ouais. et donc, bah, j'ai dit non, j'ai dit, c'est quoi encore? Donc, on a discuté avec le patron, puis il m'a montré un peu, ça faisait aussi un peu boîte de nuit. Donc, il y avait moyen de faire ça aussi. Et Hmm. donc, 24 heures après, j'ai décidé de racheter ça. Donc, le restaurant, c'était à Bruxelles. À Lannes, c'est pas loin de Bruxelles. Ah, c'était à Et, Bruxelles, pardon, j'ai dit aux ouais, ouais. Pays-Bas. Non, Je aux me fais Pays-Bas, engueuler, oui, à Bruxelles, c'est là pardon. que j'ai rencontré Talon pour la première fois quand elle avait 16-17 ans. Mais à Bruxelles, le restaurant, donc j'ai décidé en 24 heures d'acheter un restaurant. Ah oui, ah bien. Oui, et puis j'ai reçu les clés le 1er septembre 2013 et j'ai ouvert je crois que c'était le 15 septembre 2013, j'ai ouvert le restaurant. Et le 15 septembre au matin, j'avais pas encore les assiettes. Ah oui. Donc, tout repeint, tout refaire, chercher des gens qui voulaient bien travailler pour moi. Je Hmm. connaissais rien de l'ORECA. Donc, ouais, il fallait. Donc, j'ai complètement changé de truc. Entre-temps, j'avais reçu un coup de fil d'un club de tennis à Bruxelles qui avait un jeune gamin qui jouait pas mal, qui voulait que je l'entraîne. Donc, je l'ai entraîné un peu en journée. J'ai essayé un peu de l'aider. Donc, au fur et à mesure, tu retombes quand même dedans. Ouais, tu t'arrives pas à lâcher ta passion, hein, au final. Non, et puis bon, vu que j'avais été 30 et tout en Belgique, bah,
j'ai quand même eu des propositions. Donc, à un moment donné, les propositions font aussi que tu recommences un peu à y À y repenser, penser, ouais. à faire ça. Même si moi, j'ai adoré d'avoir le restaurant, j'ai adoré de faire ça. Maintenant, c'est très compliqué. Ça, c'est autre chose. Mais après, je dois dire, j'ai commencé un peu dans le tennis. Puis, comme je disais, je rencontrais Talon aux Pays-Bas en faisant des interclubs. Finalement, je me retrouve à faire 10 semaines de futur avec eux, avec lui et ses frères en Belgique, parce qu'il y a le futur en Belgique. Mm. Donc, je suis un peu avec eux. Et donc, bah, au fur et à mesure, bon, les parents te demandent de faire plus de semaines. Tu réfléchis un peu. Est-ce que ça vaut la peine? Ouais, est-ce que tu as envie? Puis, vu que je croyais fort en Talon quand il était jeune, bah, c'était un peu ma mission à ce moment-là. Ouais, c'est ça l'objectif que j'avais à ce moment-là, de l'amener au plus haut possible pour lui. À ce moment-là. Bon, après, personne ne savait jusqu'où il pouvait aller. Moi, j'ai toujours dit qu'il était dans les 100 meilleurs au monde. Ça, j'ai toujours dit. Ça, j'ai dit après 2 jours. Ça, je lui ai dit. Mais après, tu sais pas comment une personne va réagir. Tu sais pas comment il va être, comment il va apprendre, comment il va réagir quand il doit voyager, parce qu'il n'avait pas encore voyagé à cette époque-là. Mm. Donc, il y a plein de paramètres qu'on ne sait pas. Qu'il avait les capacités pour aller haut, bah, ça, je l'avais vu, ouais. Et comment ça se passe cette fameuse rencontre avec les parents? Donc je comprends bien, c'était peut-être pendant des interclubs, mais est-ce que tu Ouais, peux nous raconter un petit peu cette rencontre bah, plutôt fabuleuse parce que tu commences à le coacher très jeune, donc à 16-17 ans, ouais. Parce qu'en et fait, tu te retrouves actuellement à le continuer à le coacher et il est même 23e je crois à la fin ouais. d'année. En fait, je l'ai Euh, rencontré parce que Talon, il a deux frères, Scott et Kevin, qui jouent au tennis. Donc, aujourd'hui, ils jouaient le futur. Talon, il jouait pas d'accord. encore parce qu'il avait 16, 17 ans. Mm. Donc, il pouvait pas encore jouer. Et moi, je joue les interclubs avec Kevin et Scott dans l'équipe. Et, D'accord. euh, et Talon, il était là. Et il s'est chauffé un peu avec nous comme quatrième. Mm. Moi, je le connaissais pas plus que ça. Et donc, Ouais. j'avais tapé une fois l'échauffement avec lui. Je trouvais qu'il jouait vachement bien à l'échauffement. Et je demandais un peu au club de tennis là où je jouais. J'ai alors que vous en pensez quoi des gamins? Parce que il a l'air de bien jouer ce garçon-là. Puis au club ils disent ouais mais il est pas facile, et si est là, ben, il n'est pas à la fédération n'y croit pas non plus, etc., etc. Moi je dis ok. Moi le soir quand j'ai une fois tapé avec lui, j'ai dit aux parents en mangeant, je dis aux parents, je dis vous savez que le jeune que vous avez, je pense il va aller très loin en carrière. Et les parents disaient non, les gens n'y croient pas trop, la fédération n'y croit pas trop ni rien, donc ok. Je parle avec Talon de tout et rien. Et je Mm. lui parle un peu de ce qu'il veut faire dans sa vie, s'il veut jouer au tennis, ce qu'il veut pas, ce qu'il veut être professionnel un jour. Il me dit, ouais, je rêve de ça. Et donc, je commence à un peu lui parler. Bon, au fur et à mesure, les interclubs avancent. Les parents me demandent de suivre Kevin et Scott pendant les futurs en Belgique. Donc, c'était, à la base, j'allais faire 2, 3 semaines. Bon, à la fin, j'en ai fait 10 d'affilée, mais donc on commence Ah les oui. 2, 3 semaines. Et j'ai accepté de prendre Kevin et Scott, mais j'ai dit, je le fais seulement si Talon peut venir avec. Donc il dort chez moi à la maison s'il Intéressant. faut, il dort chez moi, c'est pas un problème. On va à l'hôtel, c'est pas un problème du tout. Mais je sais qu'il va pas jouer les tournois parce qu'il va pas pouvoir participer, mais il est avec moi. Je veux qu'il vienne avec moi, je veux l'entraîner le moment que je suis pas occupé avec Scott et Kevin. Bon, il y a Ah, tu Kevin l'as qui, rentré dans la, t'as commencé à le rentrer dans le petit monde du tennis, quoi. ouais. Et donc, ce qui se passait, c'est que Kevin, il se blessait à l'épaule, donc j'avais plus que Scott à m'occuper. Et pendant, bah, Scott jouait les matchs, Talon était à côté de moi, et on regardait le match ensemble. Et je lui posais des questions pendant le match. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois pas? Est-ce qu'il doit faire quelque chose de tactique? Comment? Et donc, pendant que je entraînais Scott, j'ai entendu toutes des choses que Talon me disait. Comment lui voyait le tennis, comment lui voyait les choses, comment lui il arrivait à analyser un match de tennis, oui ou non. Et donc, Mm. en dehors du terrain, il était très lucide. Il voyait très clair. Dès le début, il voyait clair qui joue comment, qui fait quoi, qu'est-ce qu'un joueur doit faire plus ou un peu moins. Donc, en fait, il analysait son frère. Et donc, souvent, pendant on va dire, les résumés de match, après le match de Scott, on parlait à trois. Je faisais pas le résumé de match à deux. Je faisais avec lui avec. Et je lui dis D'accord. juste à Talon, n'oublie pas que tu parles de ton frère, donc c'est pas toi qui dois parler, parce que ça peut être un problème entre Mm. frères, et tu donnes une critique, le petit jeune qui va donner une critique au grand, c'est jamais bon. Ouais, ça peut mal passer, ouais. Donc je disais, on est à trois, tu peux rester là, tu écoutes, et en fait je suis certain que il a appris beaucoup plus sur le tennis en étant à côté de moi que avec moi en faisant des coups droits de revers. Ah, c'est intéressant ce que tu dis.
Donc, moi, je sais que tu vas lui poser la question aujourd'hui. Nous, on rigole souvent dans le sens qu'il y a des tournois qu'on a fait ensemble. On dit, ce tournoi, t'allais manger un sandwich, t'allais chercher les sandwichs, on mangeait pendant le match de Scott et qu'on parlait, il se rappelle de plein de choses. Et en fait, moi, ça m'a permis d'apprendre à le connaître et de voir comment lui voit le tennis. Et bon, ça, c'est le hasard qu'il a fait, c'est qu'il voit le tennis exactement comme moi. Mm. Et donc, on sent un peu la même chose en même temps. On regarde le tennis, on voit la même chose. Ça ne veut pas du tout dire qu'on voit que des choses bien ou pas bien. C'est Bien que sûr. on se comprend. Le plus important, c'est qu'on se comprend. On n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin de se parler 3 minutes après un match de tennis. Il sait. Je dois Mm. quasi rien lui dire. Et c'est ça aussi qui est, bon, après, dans le futur, on commence. J'ai dû apprendre à jouer tactiquement, évidemment. En dehors du terrain, il voyait bien les choses. Sur le terrain, quand on joue, qu'on n'en a pas l'habitude, mais c'est pas évident. Donc, au début, au futur, il galérait un peu parce que je lui demandais de faire des choses pendant le match qu'il n'était pas encore capable de faire. Et Ouais. je savais qu'il n'était pas capable de faire. Et donc, parfois, je le poussais, même avant le match, je savais qu'à un match de tennis, il pouvait pas le perdre parce que l'adversaire, ou lui, était beaucoup plus fort que l'adversaire. Mais je le mettais en difficulté pendant le match. Donc, D'accord. je dirais, on savait à l'avance, s'il met la balle dans le terrain 3 fois, l'autre va rater, façon de parler. Mm. Ben moi, je préférais qu'il fait pas ça. Je préférais qu'il fasse un truc tactique qu'on avait mis en place. Donc, au lieu de gagner 6-1, 6-1 facilement, je préférais qu'il gagne 6-4, 7-6, mais un peu pas en étant dans son fauteuil. Et donc, il y a eu plein de matchs, il y a plein de discussions quand on était plus jeune. Après le match, je dis ouais, Chris, ça c'est pas chouette que tu me demandes de faire. Non, c'est possible, c'est pas chouette, mais ça va te servir un jour. Et, et fur et à mesure aussi, je pense que chez lui aussi, qui a permis, il a pris pas mal de confiance. Parce qu'il montait vite dans les futurs, il gagnait des matchs, toutes les semaines il gagnait. Il recevait wildcard à Rotterdam quand il était déjà jeune. Il a joué Wawrinka. Il a perdu une année contre Mahut, je pense, la première année qu'il est la wildcard en qualif. L'année d'après, il a tableau final joué contre Wawrinka. Moi, j'avais battu Wawrinka plusieurs fois. Mm. Et je sais que ce discours que j'ai fait avec lui à ce moment-là, je sais que si un jour, il n'y avait pas de vidéo, il n'y a pas de caméra ni rien, il n'y avait rien. Mais moi, je sais qu'avant le match, je lui ai dit, je suis certain que tu vas gagner ce match-là, même si maintenant c'est la première fois que tu vas jouer pour 10 000 personnes. Je suis convaincu que tu vas gagner le match parce que ton jeu est parfaitement bien mis pour jouer contre lui. Et je lui ai même dit, je vais même t'engueuler si tu perds, je lui ai dit. Et évidemment, il commence le match. Évidemment, il commence le match, en sachant aussi que Wawrinka, il revenait de blessure, son genou, c'était pas encore comme un an, par exemple. Hein. Mm. Et je sais qu'évidemment, il commence le match, première fois, son jeu de service, il le perd à 0 parce qu'il est stressé. Et à 3-1 dans le premier set, il est de mon côté, il vient chez moi, il me dit, tu vas vraiment m'engueuler si je perds? Ouais, tout à fait. Il dit, mais je vais pas perdre, c'est impossible que je perde. Je sais, je l'ai dit à l'avance. Fais-toi confiance, fais tes choses, fais tes trucs qu'on a mis en place, ça va aller. Et même en étant mené 3-1 contre quelqu'un qui a gagné des années 3 grands chelems à ce moment-là, il me disait, tu vas m'engueuler. Oui, je vais t'engueuler, tu le sais. Et c'est impossible que tu perdes ce match-là aujourd'hui parce que, Stan n'était pas encore, il n'était pas encore fit à ce moment-là. Je pense qu'il faisait beaucoup d'actes de présence, etc., etc. Mais pour Mm. lui, mentalement, la victoire-là était tellement importante. La victoire est tellement importante pour lui mentalement que ça va lui donner un boost pour aller de plus en plus loin et qu'il commençait à voir tout ce que je lui avais dit les années qui passaient. J'avais dit, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Lui, il n'y croyait pas trop, il avait l'impression qu'il y avait un étranger qui venait lui parler, il disait, mais qu'est-ce qu'il lui vient me dire alors que ça fait 15 ans que personne ne croit en moi. C'est un peu ça que j'ai dû un peu le convaincre à un moment donné, ne t'inquiète pas, ça va aller, je suis convaincu que ça va aller. Bah, je rebondis sur le dernier message qui est arrivé et c'était une de mes questions. Là, c'est passionnant au possible ce que tu racontes. C'est vrai que globalement, tu le disais en début de ton discours, c'est que tu vas pas lui apprendre ce qu'est un coup droit et un revers. Et j'ai l'impression que ta base de coaching, c'est vraiment énormément l'approche mentale au final. C'est En fait, vraiment, tu donnes hyper confiance en ton joueur au final. bah, Tu, je donne hyper confiance parce que je crois à 1000% en lui. ouais, ouais, c'est la Dans le confiance. passé, avant, donc, j'ai eu des propositions d'autres joueurs dans le passé, Mm. belges, étrangers, tout ça. J'ai pas accepté parce que je ne croyais pas dans le projet, parce que je ne voyais pas ma place là-dedans.
Ouais, Je vais pas commencer à travailler quelqu'un si je ne vois pas un potentiel que j'ai besoin de voir. Et ça veut pas du tout dire que la personne avec, quand je refuse de travailler avec quelqu'un, ça veut pas du tout dire que le joueur n'est pas bon. Pas du bien tout. sûr. Ça n'a Ouais, rien bien à sûr. voir. C'est juste ma vision à ce moment-là, le caractère de la personne avec qui je devrais travailler. Si le caractère me convient pas trop, parce que moi je sais que je suis très dur, je suis très direct, Ouais. et je vais dire les choses en face. Je vais pas les dire méchamment ou quoi, mais on va vite comprendre, on va vite voir que, ok, ça plaît pas à Chris, ça c'est super. Ça c'est toujours comme ça. Et avec Talon, je peux le faire. Je dirais, même cette année, on a eu des discussions, des grosses discussions après les matchs, alors qu'on pourrait croire qu'il va de la 96e à la 21, 23e place maintenant. On pourrait tous croire que c'était tout facile. Non, Oui, tout n'est pas rose. Oui, c'est non, sûr. non, non, non. J'ai eu une grosse dispute avec lui à Marrakech. J'ai eu une grosse dispute avec Roland Garros où j'ai quitté le terrain pendant le match. J'ai eu Ah des... oui. Ah oui, oui, je suis parti le premier tour à Roland Garros. Je suis parti. Après un 7,5, je suis parti. Ah, mais vous avez l'avantage de vous connaître depuis que vous êtes petit. Tu Oui, l'as cerné donc tout de suite dans ça son aussi, attitude. mais Et ça, c'est par ouais. exemple la raison pourquoi je suis parti. C'est des détails. Mais par exemple, moi, quand moi je jouais à l'époque, j'étais très nerveux. Hmm. Et, et j'avais un comportement de merde sur un terrain. Moi, j'ai pas honte de le dire. On t'a vu quelques fois agacé à la télé, je confirme. Oui, voilà, et quelquefois, heureusement qu'il n'y avait pas les télés sur tout le terrain à ce moment-là, parce que je Ouais. pense que même, je ne me suis pas juste énervé sur le central de Roland, hein, je me suis aussi énervé sur le 24 à Bafkat, hein, ça, il faut quand même. Sur le 23, comme dirait Quentin Alice, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Donc, moi, j'ai ça, donc moi, ce que je faisais, et c'est vraiment pas bien, je me rendais bien compte à ce moment-là aussi, mais en fait, moi, je gueulais, bon, j'ai cassé des raquettes, mais aussi je gueulais, je trouvais je trouvais le ramasseur de balles n'allait pas assez vite. Façon de parler, j'allais engueuler, le juge de ligne, le juge arbitre, mon coach, ma famille qui était là, ils allaient tous prendre pour leur grade, alors qu'ils faisaient rien, ils étaient juste là pour m'encourager. Mais Bah c'était ouais. ma façon de sortir mon stress, qui était vraiment pas la bonne. On est bien d'accord. Et donc, Talon, j'ai un accord avec lui que je ne veux pas qu'il commence à gueuler sur les juges de ligne. Bon, il y en a presque plus maintenant, mais les arbitres, les ramasseurs de balles, tout ça. Mais lui n'est pas comme ça. Je dois déjà dire, il n'est pas trop comme ça. Donc, j'ai Ouais. un arrangement avec lui, c'est que tu peux tout sortir ton stress sur moi. Je sais que c'est pas personnel. Ah, t'absorbes pour lui, ouais. J'absorbe tout. Je mets des murs autour de moi. J'avale tout ce qu'il me dit. Bon, Ouais, il y a une limite à tout. Bon, à Roland Garros, il les a dépassés ouais. pendant 5 secondes ou 10 secondes. Et j'ai dit au prof de physique à côté de moi, je dis le prochain changement de côté, je sors du terrain, il va le faire tout seul. Et mais non, reste avec moi, non, je pars. Je dis, et je vais pas gueuler. Je dis, je prends mon sac, je pars, et je verrai bien ce que je fais. Ah, Et c'est un peu là, c'est marrant, on dirait un peu là. Alors lui, il est en feu total, mais c'est un peu la relation qu'on voit des fois entre pas Goffin, n'importe quoi, entre Medvedev et son coach, quoi. oui, exact, avec Gilles. Ben, Gilles, je m'entends très bien avec parce que, par exemple, c'est marrant qu'on parle de ça, mais je sais que, donc moi, je suis sorti du terrain. Je Ouais, suis arrivé, dans les vestiaires. Bon, j'étais quand même nerveux. Je dis, ça, il faut bien se le oui, dire. bien sûr. Je sors pas du terrain tranquille, je vais pas manger un plat de pâtes en attendant à l'hôtel. Je dis, ça, Ouais, c'est sûr. j'ai regardé tout le match. Hmm. À la télé, sur mon téléphone. J'étais dans le restaurant des joueurs. Donc, tout le monde venait chez moi, mais il a abandonné. Non, il joue. Et mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est pas votre problème, ça, c'est le mien. Et donc, Gilles, par exemple, après le match, je l'ai croisé, il m'a dit, t'as bien fait de partir. Mais Ah ouais. avec, oui, oui, il y a des entraîneurs. J'ai eu pas mal d'SMS ou des messages après le match, même un peu pendant, qui disaient t'es où Chris ou Chris. Après le match, ils disaient t'as bien fait, c'est bien, tu peux pas non plus te laisser faire complètement. Il y a une Et solidarité entre les coachs un peu sur ces euh, sujets-là, ou il y a plus qu'entre les joueurs, bah, j'ai l'impression, non? chacun est différent. Hein. Je dis chacun est différent. Je pense que chaque joueur a une relation différente avec son joueur. Comme Medvedev avec Gilles, ben, ça peut paraître parfois de l'extérieur, on va dire qu'est-ce qui se passe là. Gilles va partir, etc., etc. Et 2 minutes après, il n'y a plus de problème. Mais Bah oui, oui, c'est ce que dit Dani, ouais. Hmm. pour expliquer la relation que moi j'ai avec Talon, Hmm. c'est après le match, donc le professeur de physique il m'appelle, je fais croire au professeur de physique, j'ai dit écoute, je suis presque à la gare de Bruxelles, de Paris, je rentre. Alors que je suis, alors que je suis sous le central de Roland Garros.
Et donc, en fait, mon message était, en fait, je voulais qu'il dise à Talon que je rentrais. Ah, t'es Et, très dans l'aspect psychologique, hein, c'est intéressant. Hein. et donc, j'ai dit, fais ton cool down, tout ça, avec lui, fais les stretching comme vous faites tout le temps, on fait ça super bien. Mais je vous laisse à vous deux. Bon, pas de chance pour moi, le frère Scott, il était là, il m'a appelé, il me dit, Chris, toi, t'es jamais parti. Non, toi, tu me connais, je suis pas parti, je suis à Roland-Garros. Ne t'inquiète pas, je bouge pas. Et bah, Talon a fait son cool down, il a été manger au restaurant, il a fait la conférence de presse. Pendant la conférence de presse, les Hollandais lui posent la question où j'étais. Il a dit, je sais pas. Il dit, parce qu'il savait pas où j'étais. Il dit, je sais pas. Donc, il disait, mais le but n'est pas du tout que je dois aller chercher un nouveau coach, quoi que ce soit. Je m'excusais près de lui, ce serait bon. Et je crois que Intelligent. 2 heures après le match, je lui ai envoyé un message pour dire, je suis au transport. Et il est venu. Et je lui ai dit, tu dois pas dire un mot, je sais, je connais ta tête. On s'est serré la main. Je dis bravo pour ton match. Demain, les terrains sont réservés, on s'entraîne demain. On n'a pas dit un mot là-dessus. On n'a même pas parlé 30 secondes. Il faut pas. Avec lui, je dois pas. Peut-être avec d'autres joueurs, il faut qu'on commence à discuter. Lui, il sait très bien. Il est grand dans la victoire, il est grand dans la défaite, il est très grand quand il sait qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il essaie. Maman, il doit même pas le dire. Je vois sur son visage. Et donc, bah, le lendemain, on s'est entraîné. Bah, il a joué 2 jours après contre Tourcage. Il a joué 5 heures contre Tourcage. Et voilà. Plus jamais il y a eu un problème. Plus jamais on a eu une discussion là-dessus. C'est marrant parce que je pense que tous les coachs n'arrivent pas à avoir ça parce que vous avez une telle confiance entre vous et je pense que enfin voilà, vous vous connaissez depuis des années, tu l'as connu jeune, vous avez construit une relation, Ça fait 10 ans maintenant, ouais. Et ouais même, voilà, fusionnelle et vous connaissez par cœur et comme ouais, Gilles et Daniel en fait, c'est un la peu même moins, chose. peut-être un peu moins de 10 ans, vous connaissez par cœur, vous n'avez pas besoin de faire des grands discours et vous êtes vraiment Non. bah, t'es un mentor ou une sorte de père un peu pour lui quoi, indirectement. Et aussi, la première fois quand Talon et moi, on a arrêté de travailler ensemble, parce que moi, j'avais quand même des problèmes privés pour voyager, j'avais quand même du mal, etc., etc. Donc, j'étais plus la bonne personne à ce moment-là pour aider Talon, parce que je n'étais pas présent à 100%. Donc, c'est pour lui, Hum. c'était nul. Pour sa carrière, c'était nul. Bah, on s'est mis à une table, talonnément, j'ai cherché avec lui les entraîneurs qu'il lui fallait. J'ai trouvé Ouais. Denis Kenko qui est à Majorque, qui a voyagé un peu avec lui. J'étais toujours en contact avec Fleuter, avec qui il a travaillé pendant 2 ans ici. J'étais en contact avec eux tout le temps. Même si j'étais Hum. plus un entraîneur, je savais, je dis pas tout, mais j'étais au courant de 80% des choses qui se passaient. Ah, tu t'as L'entraîneur, jamais lâché. souvent, l'entraîneur, souvent, il m'envoie un message. S'il veut pas envoyer un message à Talon parce qu'on n'arrive pas trop à lui parler, il répond pas tôt. Donc, je envoie un message à Talon. Comment tu vas, mon grand? Ça fait longtemps. J'attends que toujours que tu arrives dans les 50 au monde. Je t'attends. En rigolant, je cherchais. Donc, et à ce moment-là, moi, il répondait plein de choses que je transférais aux entraîneurs. J'ai dit, voilà, vous pouvez continuer à travailler. Ah, c'est marrant, tu restais le confident et le coach, même si t'étais plus le coach officiel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Ouais, c'est ça. Alors que euh, pendant un certain temps, on s'envoyait pas grand-chose. Je veux dire, quand il gagnait un match ou quoi, où il avait bien joué, je voyais ses scores arriver, je voyais qu'il avait du mal ou quoi, je lui envoyais un petit message, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, il y a un problème ou quoi que ce soit. Et voilà, après, je sais quand il a arrêté de travailler l'année passée, début décembre, avec Slutter, je sais que Slutter lui a dit, et moi j'avais déjà eu contact avec lui aussi, il a dit à Talon, le seul qui peut t'aider, c'est Chris. Il faut que tu appelles Chris, il faut qu'il vienne te voir, il faut que vous continuez à travailler, parce que c'est la seule personne qui va pouvoir t'aider maintenant. Et moi j'ai été le parler, on s'est donné rendez-vous à Rotterdam, discuter un peu, parce que moi je suis toujours directeur technique des 6 écoles Teams à Bruxelles. D'accord. Euh, donc j'avais une mission avec ces écoles-là aussi, où je l'ai toujours, mais bon là je fais pas grand-chose. Pour eux, euh, j'ai parlé avec lui une demi-heure. Il m'a Mm. demandé, Chris, tu arriverais à voyager tout ça? Je dis, écoute, laisse-moi 24 heures, je vais voir, je vais réfléchir. Et parce que bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi, ouais, financièrement, tout ça, je n'ai même pas parlé d'argent avec lui. Je dis, Mm. c'est pas une question d'argent, je sais que ça va aller. Et donc, la seule chose que je lui ai dit, je dis, écoute, la semaine je crois que du 19 décembre, je crois 20 décembre, si tu veux que je fasse une fois l'aller-retour pour voir un entraînement, parce que je l'avais plus vu jouer quand même, j'avais plus été sur le terrain avec lui, je donnais cours aux enfants de 12, 13, 14, 15 ans, donc c'est pas la même chose. Donc j'étais avec lui, j'ai été voir un entraînement et je lui ai dit après une demi-heure, tu vas aller dans les 30 à la fin de l'année si tu joues comme ça.
Si tu es aussi sérieux comme ça, si tu t'entraînes tous les jours comme ça et que tu fais les choses comme ça, je vois vraiment pas pourquoi que tu n'arriverais pas à monter plus haut que 96 qui était. Donc, après, bon, gagner 2 titres, finale de Washington, etc., tu sais pas dire d'avance. Ça, je sais pas non plus. Gagner un tournoi dans son propre pays comme lui l'a fait à Rosmalen, c'est quelque chose de grandiose. Mm. Un, pour lui, deux, pour l'équipe, aux Pays-Bas, etc., c'était quelque chose pour lui. C'était quelque chose à gérer, mentalement à gérer, le stress, les sponsors, etc. C'était pas évident. Mm. Du coup, c'est la première vraie année où tu le suis totalement, quoi, depuis Ben, janvier, quoi. j'ai recommencé le 15 décembre, l'année Ouais, passée. 15. Ah ouais, tu vas bientôt fêter les 1 an. Ouais, Et ouais, c'est ça, ouais. bientôt bah c'est un beau cadeau, hein. Il a fallu te faire un cadeau d'une victoire contre Djokovic aussi à Bercy. Donc Ouais. Il n'a pas été très très loin, là. Il a, ah bah oui, oui 6-4 6-4 4-4 balle de break, je crois, ouais, malheureusement. il y a 6-4 balles de break, premier jeu du deuxième set déjà. Et à Ouais 4-4, aussi, il a c'est vrai. 15-40. Mm. Euh, Tie-break, il perd, c'est vite parti, mais il revient du troisième set, il est mené 4-2, il revient à 4-4, et là, le public français n'a pas aidé du tout en commençant à siffler, etc., etc. Et Talon s'est déconcentré, je crois, 30 secondes. Et Mm. bah, 8 points plus tard, il est dans le vestiaire. C'est des petites Ouais. choses comme ça, il faut apprendre. Ouais, le public de Bercy, c'est voilà, c'est compliqué. J'y étais cette année, c'est compliqué. Ouais, C'est parfois, compliqué. il y en a qui sont compliqués là-dedans. Ouais, ouais, je te confirme. J'ai beau être français, je n'apprécie pas le public de Bercy. Autant le public de Roland Garros, c'est, je Nous, on trouve, alors adore. ça dépend. Comme Daniel dit toujours, on les adore. Ouais, alors Danil, il a vraiment été pris en grippe, mais Danil, c'est un peu partout, malheureusement. Oui, oui, Daniel, mais Daniel aussi, c'est quelqu'un ça le motive ou ça le booste. C'est comme ça. Djokovic, c'est la même chose. Novak, tu peux dire ce que tu veux, pendant les Masters, Ah, quand Sinner, il se fait siffler il est tout capable ça, d'absorber ça, ouais. il absorbe ça, il joue mieux. C'est John McEnroe à l'époque faisait la même chose. Il C'est vrai. commençait à parler de l'arbitre et tout ça. À partir du moment qu'on voyait qu'il allait gueuler ou casser une raquette, on savait qu'il allait mieux jouer. Donc il fallait surtout qu'il reste calme. Donc, mais bon, ça fait partie de la vie, il doit apprendre. Et je dis toujours aux gens, n'oubliez pas que c'est la deuxième année consécutive qu'il joue que des ATP 250 au mieux. Il fait pas de challenger, c'est 2 années de suite maintenant qu'il fait ça. Avant, c'était challenger, une fois qualif d'ATP, puis qualif des grands chelems, et puis une fois tableau de grands chelems. Maintenant, c'est 2 années consécutives qu'il joue à 100% l'ATP. Ah ouais, et puis là, il va pouvoir attaquer tous les tournois de début de saison, tableau principal en 500, voire tête de Oui, série en Grand Chelem. l'objectif, évidemment, c'est de rester tête des séries partout maintenant. Évidemment. Bah ouais, ouais, bien sûr. Ça facilite un peu Ça devrait faciliter certaines choses. ça peut faciliter certaines choses, même s'il faut combattre. Et Ouais. du coup, pour rebondir par rapport à cette carrière de coach, avant de rencontrer Talon, c'était quelque chose qui te trottait derrière la tête ou ça a vraiment été un déclic quand t'as vu Talon et ça t'a tout d'un coup tu t'es dit j'ai envie d'être coach ou c'était déjà quelque chose que t'avais réfléchi? Ce sont des gens qui étaient autour de moi qui me disaient souvent, qui me disaient, Chris, tu dois devenir coach, tu dois y aller, l'expérience que tu as, la vision du jeu que tu as, tu dois donner ça aux jeunes. Et mais moi, par exemple, travailler dans une fédération, je voyais pas trop l'intérêt pour moi. Travailler avec plusieurs joueurs ou un groupe de 14 ans ou de 16 ans, je voyais pas très bien le truc. Moi, Hmm. les gens autour de moi m'ont toujours dit est-ce que, que je devais faire ça, que je voyais clair, tactiquement, etc., etc. Donc, bah, mon entraîneur, Philippe Daz, avec qui j'ai travaillé longtemps, lui me disait toujours, Philippe, faut que tu vas là-dedans, il faut que tu ailles là-dedans. Bon, moi, Hmm. après, je suis tombé sur Talon, évidemment, ça m'a aidé, je dirais. Ouais. Je pense aussi que j'ai grandi là-dedans, parce qu'au début, tu as beau être coach, je pense que au début, quand j'étais coach, je voyais quand même encore plus le tennis par rapport à mon jeu de tennis, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Donc au début, j'ai aussi dû m'adapter un peu, je dois adapter un peu ma philosophie, parce que j'ai travaillé avec plusieurs joueurs comme Yoris Delors, j'ai travaillé aussi pendant 7 8 mois. Euh, donc c'est un autre style de joueur, c'est un autre style de caractère. Bah, il y a une raison pourquoi après autant de mois, quelques mois, on s'est quitté. Hmm. Et bah oui, oui. Et du coup, sur cette coupure, tu as aidé un peu Joris Delour, c'est ça?
En fait, j'ai fait Talon et Yoris en même temps. Ah, en même temps alors, d'accord. Parce qu'en fait, ils avaient plus ou moins le même classement. Ils allaient faire les mêmes tournois. En fait, Yoris, il cherchait quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit, Talon reste la priorité. Donc, je voyage avec Talon. Si tu veux joindre, tu nous rejoins. Hmm. Vu qu'ils allaient tous les deux jouer plus dans l'indoor, sur dur ou extérieur, mais pas trop la terre battue, etc., etc., euh, ça pouvait aussi aider les deux. Je trouve que dans cette collaboration-là, je pense que c'était intéressant pour les deux. Talon, il allait apprendre de Yoris Delors plein de choses en dehors du terrain, le professionnalisme, etc., etc. Et Yoris Delors, il allait apprendre un peu le grain de folie de Talon qu'il a sur un terrain, qu'il peut faire quelque chose, qu'il ose faire plus de choses. Donc, je pense que les deux pouvaient à ce moment-là, sans qu'ils se rendent compte vraiment, ils se sont aidés. Ah, j'ai perdu la dernière phrase. Et ils se sont aidés. Je disais qu'ils se sont aidés à un moment donné. Ouais, ils se sont tirés la bourre, comme on Ouais, peut dire exactement. en français, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir été un ancien pro, tu penses que ça a facilité ta relation et le, entre guillemets, le respect que t'aies eu le respect ou la considération de Talon ou de Joris? Est-ce que tu penses que, Talon, c'est 100%, c'est sûr. Talon ne va ouais, pas écouter quelqu'un. Moi, je pense que, vu que moi j'ai joué, il va croire ce que je dis. ouais, ouais, Je pense que si quelqu'un d'autre qui n'a pas joué dit la même chose que moi j'ai dit, il va pas le croire. Il et tu fonctionne un penses peu que comme c'est le cas ça. pour beaucoup, et tu penses que c'est le cas pour beaucoup de joueurs, ça? Vraiment, c'est la majorité? Je suis pas sûr, pas sûr. Pas sûr. Non, ça je peux pas vraiment dire. Moi Ouais. aussi, moi aussi je fonctionne un peu comme ça. Talon il fonctionne comme ça à 100%. Bah, Hmm. les coachs que Talon a eu, c'est des anciens joueurs Ouais. hollandais ou maintenant moi je suis belge, mais donc il a eu ça aussi. Donc il va pas aller chercher, il va pas. Je pense pas qu'il va déjà discuter avec quelqu'un qui n'a pas joué. D'accord. Donc c'est déjà, il a déjà un peu un préavis sur les gens. Hmm. Alors qu'il devrait peut-être pas, mais oui, moi ça, c'est sûr que moi ça m'a aidé, que je l'ai joué. Je lui ai expliqué un peu quand il, bon, ben maintenant c'est plus tout le cas parce qu'il m'a dépassé et tout ça, mais je dis au niveau expérience aussi. Au début, je lui ai expliqué les grands stades. Avant un match, on allait voir les grands stades. Il allait jouer dans un grand stade. J'ai dit, tiens, ça c'est le stade de l'US. Il faut bien se rendre compte que ça va être rempli. Il faut bien se rendre compte que c'est pas toi le favori. À partir du moment que Talon joue sur un grand terrain, ça veut dire qu'il joue contre un grand joueur. Le tournoi ne Ouais. met pas Talon Grigspor sur le central de Indian Wells. Non, il va jouer sur les Hmm. quatre. C'est très bien, mais donc à partir du moment que tu vas jouer contre Alcaraz et Indian Wells, bah, il faut se rendre compte que à ce moment-là, bah, le stade, je crois que 99% des gens, ils vont être pour l'autre. Parce qu'ils sont impressionnés, parce il a 19 ans, parce que c'est la nouvelle star, c'est le nouveau Nadal. Donc ça, il faut expliquer les choses. Je pense que quelqu'un qui n'a pas joué, il pourrait sous-estimer cet aspect-là, mais pas sûr. Hein. Et du coup, là, le staff de Talon, du coup, vous êtes combien, du coup? À voyager, moi, je fais quasi toutes les semaines. Ouais. Le préparateur physique, il fait une vingtaine de semaines avec. Ouais. Euh, Préparateur mental, on est souvent en contact avec lui. Je veux dire, ça, C'est il toi le voyage pas préparateur. avec. C'est toi Pardon? le préparateur mental au vu de ce que je comprends quand même. Oui, mais moi, je suis beaucoup en contact avec le préparateur mental aussi. Moi, je lui Ouais. parle, c'est pas Talon qui lui parle trop, c'est moi qui explique un peu de ce qui se passe, de ce que je vois, comment réagir, comment faire. Et bon, après, il y en a encore Là, on va commencer à voyager avec un nouveau ostéo-kiné qui va venir avec nous aussi quelques semaines par an. Donc, il va s'intégrer dans le groupe maintenant. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Mais bon, ça, j'ai aucun doute que ça va aller. Bon, c'est que du bonus, ça, pour le coup, d'avoir Oui, quelqu'un qui te tout à soigne. fait. Je pense aussi. C'est un coup, mais je pense que c'est pas un coup jeté par la fenêtre, hein. Non, non, tout à fait. Et puis, c'est quelqu'un qui veut, il peut investir dans sa carrière. C'est quelqu'un qui veut investir dans sa carrière. C'est pas juste investir dans sa carrière financièrement pour les voyages ou quoi, mais il a investi, il veut s'améliorer. C'est ça aussi qui est chouette avec lui. On pourrait croire qu'il a fait la meilleure année ouais, de toute sa carrière, Hmm. mais je sais que derrière cette petite tête dans son petit cerveau, il aimerait bien voir un petit 1 devant le chiffre. Il veut pas avoir le 2.
Le 21, c'est pas bien ça. Il faut minimum le 19, 18, 17, sinon ça va pas aller. Ah, mais bah, de toute façon, quel est je suis un peu en avance sur ce que j'avais écrit, mais enfin, c'est quoi l'objectif 2024 ou les objectifs Pour, 2024 pour avec la lui donne? ou pour moi? Alors, Euh, on va dire, très bonne remarque. Pour lui, ses objectifs, c'est quoi en 2024, de son point de vue et de ton point de vue? Mon point de vue, c'est que je pense s'il fait une année comme 2023, moi je serais déjà content. Mais D'accord. évidemment, je vois plus loin, je vois plus grand. Dans le Non, sens mais que c'est intéressant. C'est-à-dire que tu considères qu'il faut viser dans un temps court la stabilité à ce niveau de jeu dans le top 30 avant d'aller taper un peu plus haut. voilà. Donc moi je pense que si on arrive à faire ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, lui, il voit les 15, ouais, ça je sais, il veut mais moi aussi je veux qu'il arrive vers les 15. Mais faut aller Doucement, mais pas petit sûrement. à petit, mais faut pas brûler les étapes. Il faut pas commencer à croire maintenant que ça va aller chaque année comme ça. Moi, je l'ai déjà expliqué, si tu crois gagner 2 tournois par an chaque année, je donne chaque fois l'exemple Dimitrov, ça fait depuis 2018, n'a pas gagné un tournoi. Depuis C'est Masters, il n'a clair. plus gagné. Donc ça fait Mm. déjà 5 ans qu'il est monsieur, il est entre 15 et 20 depuis 5 ans ou même mieux, parce qu'il Ouais, est remonté maintenant. Il n'a pas gagné un tournoi sur 5 ans. Alors si on part du principe qu'on va gagner 2 tournois par an de 250, on va s'inscrire dans un tournoi et que ça va aller, non. Je pense qu'il faut essayer de faire plus souvent des demi-finales, peut-être des fois des finales, on n'aime pas les pertes les finales, mais peut-être toutes les semaines faire mieux. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est bon, il a gagné la première semaine de l'année à Puné, il a fait Mm. demi-finale à Rotterdam. Il a fait gagner Rosmalen. Il a fait finale à Washington. Ça, c'est les plus gros qu'il a fait. Mais entre toutes ces semaines, les semaines de C'est énorme, tournoi, c'est des 500, hein. il y a de la place. Bon, il n'a pas été bon sur terre battue parce qu'il a eu un problème au pied. Il a fait 2, 3 entorses, donc il n'a pas trop joué sur la terre battue. Alors qu'il aime bien la surface. Donc je pense aussi que la terre battue cette année, à partir de Monte-Carlo, il n'a presque rien à défendre jusque Rosmalen. Donc il y a aussi moyen de faire un coup là. Après, vous, je suppose que quand il s'entraîne aux Pays-Bas, en Belgique, alors je veux pas dire de bêtises, mais vous êtes plutôt en salle et en dur. Oui, oui, on Je s'entraîne suppose sur qu'il dur. a Ouais, des ouais, prédispositions sur surface rapide. On l'a vu à Bercy, hein. C'est vrai que ça collait bien, hein. Ça frappe fort, oui, ça mais monte là, à de la toute façon, volée. là, on prépare de toute façon l'Open d'Australie. Je veux dire, là, on prépare que Hum, ça. La terre battue, on va commencer à la préparer, je veux dire, une fois que Miami est fini. hum. Une fois que Miami est fini, on va pas aller à Marrakech, on va aller plutôt à Monaco, on va préparer la terre battue mieux. Cette année, l'erreur qu'on a faite, c'est on n'a pas été à Miami justement pour avoir une semaine de plus sur terre battue la préparation. Mais c'est là qu'il s'est fait l'entorse, etc., etc. Donc, finalement, dans la programmation qu'on avait en tête, c'est mal tombé, on va dire. Je pense que c'était une bonne idée de ce qu'on avait, mais on n'a pas pu vraiment le faire. Ouais, ok. Et il a des ambitions un peu sur gazon aussi? Bah, à partir du moment que tu gagnes un tournoi sur gazon, je pense qu'il est bon sur gazon. Il a fait gagner Rosmalen, il fait quart des finales à Halle. Je pense qu'à Wimbledon, il était tête des séries. Là, par exemple, aussi à Wimbledon, ça s'est mal mis dans le sens qu'il faisait que 12, 13, 14 degrés. Il avait plus des conditions difficiles pour lui parce qu'il doit apprendre, il doit jouer, arrêter, rejouer le lendemain, revenir. Il pleut Ouais. plus, il faut attendre. C'est des petites choses comme ça. Il doit vraiment commencer à apprendre à gérer la gestion. Là, il a perdu le match. Il n'a pas très très bien joué, il faut être honnête. L'adversaire a été très très bon. Il a déjà fait 2 fois quart et finale Wimbledon, donc c'est un Hum. tirage compliqué. Mais il aurait dû faire mieux. Il aurait dû faire mieux ce jour-là. Mais encore une fois de plus, je sais qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui vont le critiquer, qu'il a perdu 3-7-0, qu'il n'a pas été bon, etc., etc. Mais moi, je vais vite expliquer les choses comme quoi, bah, les conditions pour lui, c'est compliqué. À partir du moment Ouais. qu'il doit jouer un set, qu'il doit attendre, et puis il pleut, et puis on peut jouer encore 10 minutes, et puis il faut remonter dans le vestiaire, et puis une douche, vite manger, tout ça, des petites choses comme ça, c'est géré. Après, on peut dire qu'il a déjà 27 ans, mais moi je dis oui, il a 27 ans, mais ça fait que 2 ans qu'il joue vraiment. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. l'expérience, il n'a pas l'expérience que quand moi je jouais, à 20 ans, j'étais dans les 100, presque 100, de mes 20 à 28, j'ai joué, juste, presque 29, on va dire, j'ai joué. Lui, il est arrivé à 25 ans. C'est vrai.
Ouais, c'est Moi, vrai. donc lui, son expérience sur un terrain de tennis aujourd'hui, elle est complètement différente que la mienne que j'avais déjà 21, 22, 23 ans. Moi, mes meilleures Ouais, années, c'était, on va dire, quand j'avais 24, 25 ans. Alors que lui, il vient d'arriver. Moi, j'avais déjà c'est vrai. 4 ans d'expérience en plus, si on peut comparer les âges et les niveaux, etc. Moi, Mm. j'avais déjà 4 ans d'expérience sur le circuit professionnel, alors que lui vient d'arriver. Donc, c'est logique, il va encore passer à travers certains moments. Évidemment, on essaie d'éviter un maximum. On préfère pas, hein, mais on sait qu'il va passer à travers de certaines semaines. On sait que on essaie d'éviter ça, mais il faudra l'accepter. C'est clair. On se sent passionné, hein. C'est impressionnant. J'avoue que. Et Pour moi, ça paraît normal, hein. Ça paraît logique, mais non, non, mais c'est super Je sais intéressant. que, je sais que les gens avec qui je parle, en général, je parle pas trop tennis avec les gens, mais les gens qui me connaissent bien, par exemple Philippe Daz avec qui j'ai travaillé longtemps, Mm, j'ai fait un podcast avec lui au début de l'année, je l'avais plus vu depuis quelques années, il était ici à la maison, on a parlé ensemble, et lui mm. aussi, il me disait pendant, quand on discutait, il disait que c'est impressionnant la façon comment je parlais, mais je dis, mais Ah ouais, non. c'est logique, j'ai pas inventé le sport, j'ai pas inventé qu'il fasse un coup droit, un revers, un service ou quoi. Oui, je l'ai aidé tactiquement à mieux jouer, mieux gérer les adversaires. Je l'ai aidé à être un peu mieux gérer les choses en dehors du terrain. Et c'est ça qu'aujourd'hui qui a fait qu'il a fait des résultats. Les entraîneurs qui ont travaillé avec lui l'année passée ou les années d'avant, c'est des gens qui ont super bien travaillé. Non, mais enfin, tu transpires. Alors, je te vois pas transpirer, mais tu transpires le tennis. C'est pas, franchement, enfin, c'est super intéressant. Et du coup, je me posais la question, euh, est-ce que enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que tu as mis le même engagement ou la même passion que si tu entraînais, parce que tu as entraîné des joueurs amateurs à ton école Ouais. à Bruxelles, Ouais. tu t'es plus, tu t'es plus épanoui dans l'aspect professionnel, enfin, je reformule. T'avais autant de plaisir à coacher des joueurs amateurs Mhm. que des joueurs professionnels, ou c'est vraiment là, Bah, c'est dans l'autre, c'est parfait c'est, là comme ça. En fait, ce qui se passe avec Talon, par exemple, je vais expliquer quelque chose une fois, il va l'exécuter, il va essayer de le faire. Ah, il est capable Ok. d'appliquer vite, ouais. Oui. Donc ça, c'est déjà, j'ai pas beaucoup de patience par rapport à plein de choses. Donc ça, c'est D'accord, ouais, vrai. je comprends là. Donc ça, c'est compliqué. Mais par Mm. exemple, dans les collectifs où je travaillais à Audremont ici, j'avais un groupe de gamins 9, 10, 11 ans, des Ouais. joueurs de compétition. Et Mm. c'était chaque fois un groupe de 8, j'avais deux, trois terrains. Et c'était des gamins qui voulaient. Ils jouaient. Je veux dire, c'est des chouettes petits gamins. C'est des excités de la vie. C'est des excités de la balle jaune. Je dirais super. Donc, avec eux, j'avais une satisfaction énorme. Parce Mm. que j'ai essayé de leur expliquer les choses que j'explique à Talon. Mais bon, avec d'autres termes. D'autres termes, bien J'expliquais les sûr. petites choses tactiques. J'expliquais les choses un peu techniques. Ils avaient chaque fois cours pendant 1 heure et demie. Et la première heure, je leur disais toujours, vous êtes bien concentrés pendant 1 heure, vous faites ce que je vous demande. La dernière demi-heure, vous pouvez faire des points, parce que les enfants disent, on fait des points, on fait des points. On fait Ben des oui, points, on fait des points. On l'a tous fait, hein. ouais, voilà, on l'a tous fait. Donc moi, je disais, si vous êtes bien pendant 1 heure, tout le monde, vous êtes bien pendant 1 heure, pendant une demi-heure, je vous lâche. Tant que ça ne devient pas le zoo, façon de parler, vous faites des points. Et j'ai pas eu un entraînement où ils n'ont pas fait de points. Mais pendant 1 heure, ils étaient enchantés tout le temps, ils écoutaient sérieux tout le temps. Et je sais que Ouais, les parents, quand je les ai annoncés, il y a un an maintenant quasi, que j'allais travailler avec Talon et tout ça, les parents m'ont tous dit, vas-y, c'est pour toi, c'est chouette, etc., etc. Mais ils ont aussi dit au même temps, ah, c'est vraiment dommage pour nos enfants parce que on avait l'impression que c'était vraiment une chouette ambiance. Et j'ai encore été les voir une fois ou deux quand j'étais en Belgique. Je vais les Mm. voir, je regardais un peu ce que je leur ai dit. Parfois, je vais passer et je veux voir la même chose, même si je suis pas là. Ah, c'est intéressant ça. Non, bah t'as une autorité naturelle et sans forcer, tu vois, pas besoin de crier dans tous les sens. Bah non, Mais non. De toute façon, moi, je suis moi-même. Donc, moi, les gamins me connaissaient pas, hein. Les gamins, ils savaient même pas que j'avais joué. Donc, ils allaient voir le soir chez eux à la maison, ils allaient sur YouTube, ils allaient taper mon nom sur Google, les parents expliquaient. Donc, ah oui, ils me connaissaient, évidemment, ils me connaissaient pas. Les parents me connaissaient,
Mais les enfants, pas du tout. Donc, ils n'avaient Mm. aucune idée qui était. C'était juste un prof du club. Je pouvais être le jardinier, je pouvais être n'importe qui dans le club. Hein. Lui, pour les gamins, ils n'avaient aucune idée. C'est pas ta génération. Moi, t'es pile dans ma génération parce que je suis né en 91, donc moi, Ouais, je t'ai ouais, vu pas toi mal ça jouer à va. la télé. Alors, toi ça va, ouais. Ouais, moi ça va, je suis déjà vieux, moi, c'est ça le problème. Donc Ouais. non, non, franchement, c'est super intéressant. Je vois qu'il y a pas mal de questions, n'hésitez pas à en poser, puis après on en posera quelques-unes à Ouais. Christophe. Euh, et est-ce que toi, dans ton ambition de coach, bah alors le but c'est, bah, tant que ça se passe bien avec Talon, je suppose, c'est d'aller le plus loin possible. Est-ce que tu as des ambitions personnelles, comme par exemple être coach de, je sais pas, de la Coupe Davis pour les Pays-Bas ou pour la Belgique, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser à terme. Alors, c'est vrai que le format Coupe Davis que tu as connu et qu'on a connu, alors qui pouvait Euh, être avec un calendrier de folie, était incroyable et des ambiances de folie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait peut-être? je pense que je suis pas convaincu que je serais la bonne personne pour la Belgique D'accord. parce que je suis quelqu'un, comment dire, oui, je vais pouvoir aider sur le banc comme Steve Darcy le fait maintenant. Je suis certain il va bien le faire. Mais en Belgique déjà, bon, il faut déjà travailler pour la fédération pour devenir coach de la Coupe Davis. Ouais. C'est J'ai vrai. jamais travaillé pour la fédération, j'ai pas l'impression que la fédération m'a appelé demain matin. Ça D'accord. m'étonnerait en tout cas, on sait jamais, mais voilà, moi après, les ambitions que moi j'ai, c'est amener Talon le plus haut possible, le plus Ça, longtemps c'est vrai. possible. Moi j'ai toujours dit qu'on travaille ensemble pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Franchement, c'est pas important. À partir du Mm. moment qu'on est tous les deux contents et qu'on peut se regarder dans le miroir, on se regarde face à face, le jour qu'on arrête de travailler ensemble pour n'importe quelle raison, on se serre la main et on se dit merci pour tout. C'est tout. Moi, je veux pas avoir de problème, j'ai pas envie de me disputer avec Talon pour que ça va pas bien, puis on doit s'arrêter. Non. À partir du moment qu'il y a un problème, si moi demain matin, ça me prend la tête de me dire écoute, moi, voyager, je veux plus voyager, j'appelle Talon, j'écoute Talon, on va trouver une solution, je veux plus voyager. Ou lui, il veut me dire Chris, j'ai trouvé un autre entraîneur qui croit qu'il peut me mettre dans les 10 meilleurs au monde, et je le crois. Je dis vas-y, fonce, fais. Ne pense même pas à moi. Je serai toujours ton premier supporter. Je vais regarder tes résultats, je serai là, tu as besoin de moi, je suis là. Je viendrai prendre un café chez tes parents à la maison comme je fais tout le temps. J'ai aucun problème avec ça. Zéro. Après, si un autre joueur m'appelle ou quoi que ce soit, ça dépendra vraiment de la personne, si je crois en quelque chose. Si, par exemple, maintenant il y a deux, trois Belges qui jouent vraiment bien, c'est des jeunes Belges qui sont là, Mm. euh, qui vont, à mon avis, monter vite. Je les connais pas, quasi pas du tout, je le dis. Si un des garçons m'appelle, et parce ils vont me dire, ouais, tu as l'expérience de travailler, de voyager, etc., etc. Oui, mais je veux d'abord voir comment tu fonctionnes. Je veux d'abord voir ton fonctionnement, même si je sais que tu vas aller dans les 100 meilleurs au monde. Mon but n'est pas de mettre à la fin de ma carrière de coach, de dire j'ai mis 12 mecs dans les 100, j'en ai mis 3 ou j'en ai mis 40. Non. Non, si t'en as réussi d'en mettre un dans les 10, tu seras heureux. Ouais, voilà. Puis même si j'ai réussi de le mettre dans les 21 comme il a été, s'il n'arrive plus jamais à être plus haut que 21, ben, tout ce qu'il a fait, plus personne ne peut lui prendre ça. C'est ça. Et à toi non plus. Non, voilà. Et On peut pas moi, te l'enlever. je vis plein d'expériences émotionnelles en dehors d'un terrain aujourd'hui avec lui. Euh, Gagner un tournoi de tennis, moi, j'ai jamais réussi à le faire. Il en a gagné deux. Je veux dire, gagner un tournoi d'ATP en étant coach, c'est quelque chose de spécial, je dois dire. Ouais. C'est impressionnant d'être à côté. Bon, l'expérience d'Arrose Malin était vraiment particulière parce que bon, tu as toute la famille. Il avait tout un box derrière nous. On était assis. Il avait 30, 40 personnes de la famille, les frères, les sœurs, les entraîneurs, tout le monde, tout le Pays-Bas était là. Donc pour lui, ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Il a dit avant le gazon, il a dit, c'est vraiment l'objectif. Si un jour je peux gagner ce tournoi ici, c'est vraiment un truc. Et moi, je lui ai dit, mais c'est sûr que tu vas le gagner un jour parce que tu joues super bien sur le gazon. Ça va te Mm. mettre, ça va te mettre. Et bon, je Et sais il que l'a. cette finale-là, je sais que, bon, il y a plein de gens, moi, j'aime pas le dire de moi-même parce que c'est compliqué de dire de soi-même. Il y a plein de gens qui m'ont dit après le match qu'ils étaient là, ils m'ont dit, c'est toi qui as gagné la finale, en fait. J'ai dit, non, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai gagné, c'est lui qui a gagné. Mais par contre, oui, j'ai eu un discours pendant le match. Je sais qu'il y a des gens qui ont entendu,
qui m'ont dit après, mais toi, je sais pas d'où ça sort quand tu parles. Je dis, bah, c'est aussi simple que ça. J'ai dû dire à un moment donné à Talon, parce que Thompson jouait très très bien. On voyait Ouais. bien que Talon était un peu nerveux parce qu'il était près de l'objectif, on va dire. Thompson jouait très très bien. Quand il perdait le premier set, j'ai dit à Talon, c'est impossible que Thompson est capable de faire sa 3-7. J'y crois pas. J'y crois pas. Il va pas faire sa 3-7. Je dis, après 2 heures, il va commencer à craquer. Et je sais, il a gagné le tie-break du deuxième set. Ça faisait 2 heures et 1 minute qu'il jouait. Ah ouais. Et il m'a regardé. Je dis, voilà, tu l'as. Je dis, tu l'as. Maintenant, tu fais ton truc, tu l'as. Mais je sais que des gens m'ont dit à ce moment-là, mais comment tu peux penser à ça? Parce que je le connais, je sais que je peux lui dire quelque chose. Je sais que je peux parfois lui dire pendant un match, maintenant tu fermes ta gueule, tu joues. Ou maintenant tu fais ci, maintenant c'est bon. Mais aujourd'hui, c'est chouette d'être coach parce qu'on peut coacher. Alors ça va être ma question justement. Alors je vois un commentaire de Jules Varlet qui dit oh oui, Fly capitaine des Diables Rouges. Jules Varlet, tu dois connaître. Bah oui, Euh, Julien Varlet, c'est un joueur. Il fait commentaire pour le tennis. ouais, pour le tennis en France, ouais. Donc Oui, mais je le bonjour. connais bien. J'ai fait un satellite avec lui au Portugal, il doit se rappeler de ça. C'est ça. Il dit comment le poignet. Et du coup, tu disais maintenant on peut parler avec les joueurs, c'est le bon exemple. Donc toi qui es beaucoup dans la communication, même si ou verbal ou non verbal, toi le fait de pouvoir coacher, c'est un réel plus Oui, ou pas. Ou pas, oui, c'est parce justement. qu'aujourd'hui, je sais que je peux l'aider. Moi, à la Ouais. base, je suis pas fan du coaching parce que je trouve qu'un joueur, ça reste un sport individuel, je trouve qu'un joueur doit trouver la solution. Aujourd'hui, je ne veux pas que le joueur se repose sur son staff. Il doit aussi trouver la solution lui-même. Ouais. Évidemment, je suis là, c'est cru de le dire comme ça, je suis payé pour faire ça. Oui, je suis payé pour l'aider. Mais avant, moi, quand je jouais, j'ai dû trouver la solution souvent moi-même, que je ne trouvais pas tout le temps, hein, on est bien d'accord. Hmm. Je pense aussi que c'est ça qui fait aujourd'hui que tactiquement, je peux essayer un peu de manipuler certains matchs ou de mettre ça dans une situation où c'est plus favorable. Oui, je sais qu'il se repose souvent là-dessus, Talon. Je sais que lui, avant le match, je dois lui parler 5 minutes. Je lui dis, écoute, ça, l'autre fait ça, ça, ça. Toi, tu fais ça, ça, ça. Et avec ça, on adaptera pendant le match s'il faut. Et souvent, pendant le match, on adapte. Hein. Hmm. Du coup, je rebondis sur la question. C'est bien, Monsieur Varlet, j'aimerais bien que vous me donniez des cours de journalisme sportif. Hein, moi, je serais fan. Et, du coup, je rebondis là-dessus. Il demande dans quel compartiment Talon il doit progresser tactiquement ou tactiquement. Bah, techniquement, j'aimerais bien changer deux, trois petites choses, mais c'est tellement compliqué à cet âge-là de commencer, et surtout qu'il est en confiance, etc., etc. Aujourd'hui, c'est souvent quand il n'a pas été très très bon, souvent le premier coup après son service avec son revers. Souvent quand il ratait, c'était ces coups-là. Je trouvais qu'en retour, par exemple, on a changé la position du retour. Ça, c'est un peu plus tactique. Ouais. J'aimerais bien que ça devienne un peu plus compact au lieu de en force. Je pense qu'il est capable de mettre beaucoup plus de retours dans le terrain que ce qu'il a fait cette année. Euh, il a, Il se précipite un peu, c'est ça que tu dis ouais, ou... il tente. Je dis, c'est un joueur qui tente, mais à un moment donné, à partir du moment que t'en mets pas ou Hmm. pas assez, bah, il faut quand même faire jouer l'adversaire. Il faut quand même que Ouais. l'adversaire reçoit des balles pour jouer. À partir du Hmm. moment que tu peux pas perdre 4 jeux d'affilée des retours en mettant tous tes retours à fond d'or. Non, après 2 jeux, ok, ça va. Prochain jeu, je mets des balles dans le terrain et je joue le point. Mais c'est ça aussi qui a fait qu'aujourd'hui, sur terre battue cette année, il a moins bien joué parce qu'il a tenté de trop. D'accord. Et non, c'est intéressant. Et j'ai énormément de questions sur David Goffin. Étonnant. Étonnant. Éton- Étonnant, hein. Alors, David, il a été blessé un peu longtemps. Alors, je vais essayer de synthétiser un peu les questions, mais je vais résumer. Ils disent qu'est-ce que tu penses du retour de David? Et il y en a certains même qui demandent si David il t'appelle. Bah alors là, t'as Talon. On va se mettre dans le scénario. T'as pas Talon et David Goffin t'appelle. Bah, je refuse. Ça a le mérite d'être clair. Bah, je refuse dans le sens que non, je refuse aujourd'hui parce que, je ne vois pas très bien ce que je peux lui apporter. Ouais. Qu'est-ce que je peux lui apporter aujourd'hui? Non, mais c'est honnête, hein. C'est hyper honnête, hein. Moi, je dis, ou il doit m'appeler et il doit pas me convaincre, il doit pas se mettre à genoux, mais je dis,
où il vient me parler et il me parle des choses. Écoute, Chris, je veux améliorer ça, je veux revenir dans les 50 ou dans les 30, dans les 20, peu importe. Comment je peux faire? Qu'est-ce que j'ai? Un vrai projet, quoi. Oui, à ce moment-là, il faut venir avec des arguments. Il faut pas m'appeler pour dire, Chris, si tu veux pas voyager avec moi. Non, voyager avec toi, ça je veux pas. Je dis non, si je fais quelque chose, c'est pour travailler. Est-ce que je ne sais pas, par exemple, si maintenant David, il a quoi en tête? Je ne le sais pas. Est-ce que David a en tête qu'il va encore jouer 2 ans? Est-ce qu'il veut faire les Jeux Olympiques? Il arrête? Est-ce que je ne sais pas. J'ai bien vu qu'il a essayé bon, il a déjà agrandi son équipe. Il a pris un coach en plus, Mm. avec qui il a travaillé avant quand il était jeune. Donc aussi Germain Gigonnon avec Yanis Dimoudi, ils travaillaient ensemble d'avant. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Je pense qu'il essaye de trouver la solution, mais moi je connais pas vraiment le problème. Moi je l'ai vu la dernière fois à Wimbledon, donc ça fait 6 mois que je l'ai plus vu. Je ne sais pas ce qui se passe dans la cuisine interne. Est-ce qu'il a été encore un peu blessé? Est-ce qu'il a eu autre chose? Je ne sais pas. Je pense pas qu'aujourd'hui, dans le sens que je refuse de travailler avec David, dans le sens que aujourd'hui je ne vois pas ce que je peux lui apporter. Non, mais Si maintenant lui il est convaincu que je peux l'aider, à ce moment-là on verra. non, c'est intéressant. Bon, j'entends que si je veux t'embaucher, il faut que j'arrive avec une présentation PowerPoint de 70 pages, avec un vrai projet, et il y a peut-être un espoir. J'entends. Euh, vaut mieux essayer de me. Ouais, il faut pas m'appeler pour Non, m'appeler. je rigole, Non, on va évidemment. pas. Je veux bien discuter, je veux bien écouter, je veux bien. Mais si Yoris Delors, par exemple, c'est un exemple type. Mm. Après quelques mois de travail ensemble, je peux le dire, après quelques mois de travail ensemble, j'ai décidé d'arrêter avec lui. Mm. Parce qu'on n'avait pas le même point de vue sur plein de choses. Et aujourd'hui, je m'entends super bien avec lui. Je lui ai encore en ligne il y a 2 semaines. Je l'ai encouragé à l'US Open, dernier tour qu'il j'étais le voir. C'est devenu un copain. J'ai vraiment une bonne relation avec lui. Mais Ouais. j'ai refusé d'adapter ma façon de travailler et lui aussi de la sienne. Donc, on a décidé d'arrêter. Et je lui ai dit, bah, si un jour tu veux que je redevienne ton coach, tu m'appelles et tu viens avec des vrais arguments. Elle me dit OK. Et quelques jours après, il m'a rappelé. Je lui ai donné rendez-vous pour boire quelque chose ensemble. Mm. Et on a commandé 2 iced tea. Je n'ai pas bu la première gorgée. Et je lui ai dit non, je sens que ça va pas. Et je dis, je t'écoute, je Ah, t'écoute, je t'écoute. mm. Il m'a dit 2, 3 trucs. Et je dis, écoute, ça va pas aller. Viens essayer. Je suis pas là. Et je suis reparti. J'ai donné 5 € au barman et je suis parti. Ah ouais, t'as même pas bu ton verre. Non. Je dis non, je vais pas Ah perdre mon ouais. temps. Non, je Ah, vais pas faire la. t'as le mérite t'as le mérite d'être direct, hein. Oui, Non, mais mais par c'est marrant, contre, mais après, ouais. il travaillait avec mon préparateur physique de l'époque. Mm. J'ai appelé, j'écoute, moi j'arrête, toi tu continues, parce que je crois qu'il y a moyen de travailler avec lui. Même moi pas. Continue, essaie de continuer à faire physiquement avec lui. Il revient de loin, c'est un bon gars, etc., etc. Et bah, aujourd'hui, bah, il nous a demandé si on pouvait s'entraîner ensemble les jours à venir ou la semaine prochaine ou quoi. Et donc, on va essayer de trouver à un moment donné comment on peut s'entraîner ensemble avec Talon. Je vais le prendre avec moi aux Pays-Bas avec un peu de change. On y arrive, je sais pas, mais c'est le but. Mm. Donc voilà, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Parce que lui aussi m'apprécie beaucoup dans le sens que j'ai été direct avec lui, j'étais honnête avec lui. Je vais pas travailler quelqu'un voilà. Et aujourd'hui, il est 140 ou 150. Il a fait une très bonne année. Mm. Bon, le dernier tour qualif à l'US Open, j'étais voir. Steve Darky était là aussi. On l'a encouragé pendant quasi tout le match. J'ai pas vu le troisième set parce que Talon avait entraînement. Mais voilà, j'ai parlé avec son papa après. J'ai mangé avec lui au club. Donc, voilà. Moi, je suis clair avec les gens. Je pense que c'est le mieux. Mais, du coup, ce qui est intéressant, si on va plus large, c'est que toi, tu considères que c'est le joueur qui doit s'adapter à la méthode du coach ou entre guillemets, Non. toi, quelqu'un qui vient de te voir, ou je peux dire une bêtise, hein, tu me contrediras, mais où toi, tu as une méthode de travail, le joueur doit l'accepter ou non. Évidemment, je me doute que tu adaptes certaines choses, mais c'est quand même au joueur de s'adapter à ta méthode ou d'accepter ta méthode. Non, parce que moi, j'ai ma façon de travailler et il faut pas de. Non, moi, je m'adapte aux joueurs. Hum. Mais il faut que le joueur me montre certaines choses quand même. Ouais. Sinon, c'est compliqué. Non, D'accord. moi, T'es prêt à t'adapter, mais il faut que le joueur te montre qu'il a envie de s'adapter Oui, et de faire des oui, choses. ouais.
Moi, je veux dire, des discussions que j'ai avec d'autres joueurs dans le passé, c'est pas parce qu'on mange bien, qu'on fait bien ses étirements, qu'on fait attention à tout, qu'on mérite plus que les autres. Non, c'est la balle jaune qui compte. Moi, je préfère mon joueur qui mange tous les soirs des pizzas devant sa télé et qui s'étire pas, mais qui se donne à fond pendant le match de tennis, que Mm. quelqu'un qui fait tout en dehors du tennis à 100% et pendant le match, il fait à 50%. Ça vaut pas la peine. Ouais, Ça vaut ouais, pas bien la sûr. peine de bien s'étirer, etc., bien manger, si pendant les entraînements, les matchs, tu fais à 50%. Bah, du coup, en parlant de tennis pourcentage et d'être à 100%, qu'est-ce que tu penses du retour de Nadal? Est-ce que tu penses que il est capable de retrouver Bah, d'avoir ou de retrouver un énorme niveau sur, s'il annonce son retour, ça veut dire que je pense qu'ils se sont prêts. ouais. Et la petite vidéo que moi j'ai vue aussi, il avait l'air d'être bien fit et j'avais l'impression qu'il avait déjà un peu du feu dans les yeux, moi je trouvais. Je pense qu'il a faim. Ouais, je pense que ça lui manquait de ouf, ouais. Je pense, ouais. Je pense il va y arriver petit à petit. Je ne sais pas du tout comment ça va être. Mais n'oubliez pas qu'il n'a plus de classement. Bon, il Ouais. va le faire partout, mais il ne sera plus jamais tête des séries. Donc il peut se taper pendant quelques semaines. Tu t'es tête des séries, tu joues contre Nadal, ça ne va pas faire rire tout le monde. Il y en a qui veulent éviter Nadal, évidemment, mais ça ne sera pas possible. Mais Après, bon, on théoriquement, va. les grands. Pardon? Oui, non, pardon, je te laisse terminer. Pardon. Oui, donc je disais, bah, il va pas être déstéré ni rien, donc c'est quelqu'un, je pense qu'on veut quand même éviter. Est-ce que maintenant, physiquement, il est encore capable de faire ça? Je pense qu'un mec comme ça, il est quand même capable de. Je pense qu'il va se préparer pour Roland et pour les Jeux Olympiques. Hmm. Ça m'étonnerait pas qu'il veut encore une fois gagner Roland ou les Jeux Olympiques, ils sont juste derrière. Ouais. Mais Mais Roland, après, je crois que sur les grands chelems, ils peuvent théoriquement, vu qu'il a un classement protégé, non. je crois qu'il a un classement protégé top 10. Je crois que Roland Garros ou les grands chelems ont la possibilité, mais je crois que ça se fait quasiment jamais. Ils ont Non, la non, ils peuvent possibilité de le pas. remettre en tête de série Non, ils protégée, hein. peuvent pas. Non, ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas du tout. Il D'accord. n'a pas le droit. Non, non, il est sur la liste des inscriptions, c'est tout. Ouais, il sera ouais. Ouais, donc potentiellement, on peut prendre un Nadal Djokovic au premier tour à Roland l'année prochaine. Tout à fait, c'est possible. Sauf s'il est déjà dans les Ce serait 32 terrible. meilleurs avant l'inscription, ça m'étonnerait quand même. Mais à Melbourne, oui, c'est Pareil. possible qu'il joue au premier tour contre Djokovic. Ouais. Ouais. Ce serait surréaliste, mais bon, oui, possible. Oui, c'est Mais possible. surréaliste. Et une question peut-être un petit peu plus légère, je vois que je vais la poser parce que c'est un ami à moi, mais est-ce que tu trouves que le circuit est mieux maintenant? C'était, enfin, la question un peu vintage, on va dire. Est-ce que c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant, Non, le c'est mieux circuit ATP? maintenant. Évidemment que c'est mieux maintenant. C'est mieux organisé, c'est beaucoup plus professionnel. La nourriture est 10 fois mieux. Je dis, tout est organisé. C'est devenu encore beaucoup plus professionnel. Hmm. Bon, c'est beaucoup mieux maintenant. Je dirais, les ostéos, les kinés, les vestiaires, les terrains d'entraînement, les balles et tout ça, non, c'est mieux maintenant, évidemment. Ouais. Malheureusement, avec le temps, je pense que les gens qui ont joué avant moi, on va dire les années 90 et moi j'ai joué les années 2000, déjà celui-là va dire que moi j'étais déjà dans les meilleures conditions que lui. Ouais. Tout à fait, ouais. Ça s'améliore chaque fois. Ok. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais vu que Christophe, il anticipe mes questions dans ses réponses, donc après, j'ai plus de questions. Bah, c'est bien, ça fait 1 heure et demie qu'on est occupé, c'est bien. Ouais, ouais, non, en tout cas, j'insiste, mais merci beaucoup, hein. J'avoue que là, Pas de souci. j'apprends plein de choses. Pas de Et souci. non, après, ouais, bah, j'espère qu'avec Talon, ça va le faire. Talon, il parle français ou pas du tout? Il connaît quelques mots, il dit la baguette, la voiture, un avion. Ok, bon, bah alors, il va falloir que je bosse mon anglais avant de l'avoir en interview, alors. Oui, 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 oui. Il va pas J'in- faire l'effort de faire parler français, lui. Il n'aime pas la langue française, il n'est pas top. Non, bah, il y a pas de souci, Non. je vais pas le forcer, donc je vais bosser mon anglais et un jour, j'espère pouvoir faire des Ça va. interviews. Ouais. Encore un peu de boulot. Et c'est quoi la question? Ah oui, alors s'il y avait une question que j'ai loupée tout à l'heure que je trouvais intéressante, c'est que bah t'as fait entre guillemets, alors je ne connais pas ta condition enfin ta vie privée et je veux pas rentrer dedans, mais est-ce que c'est pas difficile de d'allier vie privée et vie pro dans ce format-là? Il a reposé la question. Bien sûr, c'est très C'est compliqué. comment t'as fait? Je sais pas si tu es en couple, tu as des enfants, mais
c'est des réels sacrifices. C'est une passion, mais c'est des réels sacrifices. Bah, c'est un des sacrifices pour moi, mais aussi le sacrifice encore beaucoup plus grand pour les gens qui restent en Belgique. Parce Bah que oui, moi, oui. entre guillemets, moi je suis à l'étranger, il fait beau, je suis dans les bonnes conditions, je suis à l'hôtel, je suis avec mon joueur, je suis là, je suis dans les bonnes conditions. Bon, il faut plus regarder dehors, mais à 4h30 en Belgique, 5h, il fait noir, il fait froid, il fait dégueulasse. Oh, le cliché. Mais c'est Donc beau, mais oui, le c'est cliché. horrible de dire, mais je pense que oui, c'est des sacrifices, évidemment. Mais je pense que pour les gens qui restent, pour mes proches, c'est plus dur que pour moi. C'est ça qui est Ouais. difficile, c'est horrible. C'est pas, je dirais oui, il y a des personnes qui te manquent. J'ai deux enfants de 10 et 5 ans. Ah Bon, oui. ils connaissent ma vie, je dirais, ils savent que je suis toujours parti, que je voyage, etc., etc. Bon, celui de 5 ans, il demande pas grand-chose. Celui de 10 ans, il demande un peu plus d'attention parfois. Donc, il faut jongler. C'est pas toujours évident. Et est-ce que tu t'autorises d'emmener le plus grand de temps en temps sur le circuit ou pas du tout? Non, c'est compliqué, je trouve. C'est Non, c'est compliqué compliqué. parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas concentré à 100% de mon boulot. Je vais m'occuper de mon enfant à un moment donné, le truc. Non, je veux pas. Je veux le moins possible que je sois interrompu dans mon boulot. Voilà. Peut-être un jour, quand il est un peu plus grand, tout ça. Maintenant, il a 10 ans, oui, maintenant, il s'autogère, il n'y a pas de problème. Mais bon, il a l'école, etc., etc. Si, donc, c'est pas. Aujourd'hui, ça n'est pas encore venu dans mon idée. Ouais, non, je peux comprendre, hein, mais c'est vrai Ouais. que la paternité ou la maternité. C'est vrai qu'on a de plus en plus de joueuses. Enfin, c'est moins tabou qu'avant. Il y a de plus en plus de joueuses alors qui s'arrêtent pour avoir des enfants et qui Ouais. reprennent derrière et qui Ouais. des fois viennent avec les enfants sur le circuit. Oui. Chez Kazarenka le fait avec son Ouais. fils. Ça doit être une Oui. sacrée organisation. T'as dû en croiser, toi, des enfants de joueurs. Oui, oui, ça arrive, oui, mais bon, il y a des gens maintenant qui arrivent plus facilement que d'autres. Moi, je pense que j'étais incapable parce que ça allait me stresser un peu trop, je pense. Mais voilà, chacun fait comme il le sent, comme il veut. Il y a des joueurs qui veulent bien être seuls pour justement la tranquillité. Il y en a qui veulent être entourés par sa famille. Hmm, Ça, c'est chacun son choix. clairement. Bah écoute, j'allais te dire merci encore beaucoup. Je pense que tu as déjà donné beaucoup de ton temps. Euh, En plus, on a Je eu vais du mal manger, à je vais manger démarrer. maintenant parce que je commence à avoir faim. Bah ouais, ouais, non, non, franchement, franchement, merci beaucoup. Avec Qu'est-ce plaisir. qu'il dit? Pour te dire, j'ai 16 ans et je trouve ta relation avec Talon exemplaire et je compte m'en inspirer avec mon coach. Je suis super concentré depuis le début du live et j'écoute toutes tes paroles. C'est gentil, ça. Oui. Bah, je suis juste moi-même. Donc, Non, mais c'est intéressant parce que nous, tu vois, les joueurs amateurs, on a envie de progresser. Tu vois, moi, j'ai un niveau ouais, moyen. ouais, Je pense que tu connais un peu les classements ouais, ouais, tennis français, mais moi, je suis 15 tu vois. ouais, ouais. Donc, bon, je me débrouille, tu vois, mais j'ai un niveau correct et on n'a pas forcément. Alors, on en trouve des coachs amateurs passionnés, mais on a du mal à trouver des coachs. On ressent pas cette passion et c'est vrai qu'ils ont 50 joueurs à gérer ou 100 joueurs à gérer, mais on retrouve pas cette passion et cet investissement que de chaque instant que tu as avec Talon, tu vois. Et c'est ce Non, que mais je pense ça, qu'il oui, nous ressent. oui, je sais que les gens me disent souvent que, mais moi, je suis mordu par ce sport, hein. Moi, je suis passionné par ça, hein. J'analyse tous les matchs, je regarde toutes les statistiques de chacun, je regarde tous les matchs de Talon une deuxième fois après qu'il ait joué, je Ouais, regarde les futurs adversaires. Je vais voir dans le stade les futurs adversaires quand je sais, quand par exemple je sais que si jamais Talon gagne, il joue contre X ou Y, ben je vais voir le match X, Y, je vais le voir, je regardais un set et j'analysais ces sets-là, je regardais qui fait quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est adapté tactiquement parce que ça tournait pas bien ou quoi, je regarde un peu qui fait quoi. Ouais, donc je suis à fond dans les analyses. ouais, non, mais ça se ressent et ça se ressent et c'est vrai que c'est un super intéressant et c'est vrai que c'est pour ça que je bois tes paroles depuis le début parce que j'ai eu des coachs super intéressants. J'ai dû peut-être quoi 7 ou 8 coachs dans ma vie amateur Ouais. et j'ai jamais entendu peut-être une ou deux fois autant de passion et te dire je vais vraiment t'accompagner. Et c'est là où on voit la grosse différence. Et bon, aussi t'as le temps et t'es payé pour ça, Ouais. mais et voilà, nous pour nous c'est voilà c'est pas on n'a pas ça quoi. La majorité des amateurs on n'a pas cette chance là. Mhm. Et du coup c'est super Ouais. intéressant. Ok. Bon, ok.
Eh ben écoute Christophe, merci beaucoup en Avec tout cas. plaisir. Avec plaisir. Voilà, c'était vraiment passionnant Ok. pour moi. Voilà, j'espère que Bon, on se ça t'a rappellera une intéressé fois aussi de dans parler un quelques peu de ta mois. vie. On se rappellera dans quelques mois. On va voir un peu comment ça se passe et puis on voit. Ça va? Ouais, avec plaisir pour rediscuter Ouais. dans quelques mois. En tout cas, bonne pause. Là, je suppose que ce sera ma dernière question. Talon, j'ai vu qu'il est un peu en exhibition ou en vacances. Vous reprenez quand? Je suppose qu'il y a une petite pause. Vous Il reprenez a quand repris là? aujourd'hui. Il est revenu hier de Hong Kong et c'est aujourd'hui qu'on a repris. D'accord, ok. Donc on reprend la préparation maintenant. Et il joue quoi à Adélaïde avant l'Open United, d'Australie? il fait United Cup, puis après Adelaide et puis Melbourne. Ouais. Ok, ça marche. Eh ben, Ok, merci beaucoup. Merci super. beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée Christophe. Merci Merci. et Au merci à revoir. tous en tout cas. Merci.